Aujourd'hui, on a avec Sami Debah, membre du CCIF, une thématique à propos de l'islamophobie et comment faire face. Et voilà, donc je vous le présente. Il est aussi professeur d'histoire et je le connais depuis justement plus de 20 ans. Voilà. À vous. Merci. Bon. Salam alaikum. Donc, comme m'a présenté notre frère, je suis donc président du collectif contre l'islamophobie en France, une organisation qui existe depuis maintenant 12 ans. Elle est née en octobre 2003 et dont le but est de combattre un phénomène qui devient carrément un fléau à l'échelle de notre continent, qui est l'islamophobie. Alors, qu'est-ce que l'islamophobie d'abord? L'islamophobie, c'est tout acte ou propos visant une personne ou une institution en raison de son appartenance réelle ou supposée à la confession musulmane. Concrètement, ce sont des actions ou des actes de violence qui peuvent être perpétrés contre des institutions comme des lieux de culte, des locaux associatifs ou bien même des institutions, des commerces. Ça peut être des situations de discrimination à l'égard de personnes, d'hommes, de femmes, d'enfants, ou ça peut être, oui, c'est les deux cas que l'on rencontre, des actes de violence, des actes de discrimination, en raison de leur appartenance réelle ou supposée à une religion. Ça veut dire concrètement que nous pouvons avoir des situations où il y a des personnes qui ne sont pas de confession musulmane, mais qui peuvent subir des situations d'islamophobie. Comme quoi, par exemple, nous avons des situations de personnes de religion sikh. Et les sikhs, ils ont une apparence, lorsqu'on ne connaît pas la distinction entre les deux religions, qui pourrait laisser penser certains qu'ils appartiennent à la religion musulmane, notamment par le port du turban sur la tête. Eh bien, ça peut être, même si la personne visée ici n'est pas musulmane, on peut considérer cet acte comme étant un acte islamophobe, dans la mesure où le mobile qui a poussé l'individu à agir de la sorte, c'est un mobile islamophobe. Voilà pour ce qui est de la définition de l'islamophobie. Une dernière précision. Il est important ici de définir ce que l'on entend par islamophobie, parce que certains prétendent qu'en réalité, en luttant contre l'islamophobie, nous cherchons à interdire le droit au blasphème, c'est-à-dire nous cherchons à interdire la critique, voire même une insulte contre la religion quelle qu'elle soit, et là en l'espèce contre la religion musulmane. C'est totalement faux. Par exemple, le collectif contre l'islamophobie en France n'a jamais participé à quelque procès que ce soit contre, par exemple, l'hebdomadaire Charlie Hebdo. Nous sommes ici dans un combat visant à rétablir le droit des personnes, visant à promouvoir le principe d'égalité, mais jamais nous visons à interdire la critique, d'ailleurs légitime, de quelque confession ou idéologie qu'il soit. Même en faisant référence à notre éthique, la critique de l'islam, voire même le reniement même de l'existence de Dieu, et vous le voyez même dans les propos de certains dans le Coran. Par exemple, le pharaon qui nie l'existence de Dieu, qui se prend lui-même pour le Dieu. Ou le Nemrod, face à Ibrahim alayhi salam, où il dit « c'est moi ton Seigneur, c'est moi qui fais lever, c'est moi qui donne la vie et la mort ». Donc même ces propos les plus violents face à l'unicité, on les trouve dans le livre le plus sacré, le plus pur. Donc c'est dire si même le Coran ici, il donne ici un espace pour la liberté d'expression, même un espace extraordinaire, puisque ce propos-là, il sera récité jusqu'à la fin des temps. Je ne sais pas si vous comprenez mon propos par rapport à ça. Toujours est-il, il s'agissait ici de préciser l'objet du collectif contre l'islamophobie en France. Alors qu'est-ce que le CCIF concrètement en quelques chiffres? En quelques chiffres, le CCIF, c'est 2000 sollicitations par an. 2000 sollicitations par an.
c'est 6 personnes employées à temps plein. C'est 20 antennes sur le territoire national. C'est une participation dans les institutions européennes et internationales, comme la Commission européenne, Conseil de l'Europe, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qu'on connaît moins bien, mais qui regroupe quand même 57 États. Et puis aussi, c'est surtout le CCIF, une institution qui est membre de l'ONU. Nous sommes membres consultatifs auprès de l'ONU en tant qu'organisation spécialisée des questions d'islamophobie. D'ailleurs, nous sommes la seule organisation qui a cette caractéristique au sein des membres de l'ECOSOC. Voilà ce que c'est. Mais puis c'est aussi une présence dans les réseaux sociaux, des campagnes de communication, comme on dit, online et offline pour utiliser des termes modernes et contemporains. C'est donc vraiment une institution aujourd'hui qui est considérée comme la référence sur les questions d'islamophobie, non seulement en France, mais également à l'international. Quelle est la situation maintenant de l'islamophobie? Eh bien, comme vous devez vous en douter, en tout cas au moins en avoir le ressenti, nous constatons une extraordinaire augmentation des actes islamophobes sur notre territoire, et plus globalement à l'échelle du continent européen. Si je prends par exemple pour les 3 dernières années, ou plutôt les 2 dernières années, 2012-2013, nous avons une augmentation de plus de 47% des actes islamophobes, et puis 2013-2014, nous avons encore une augmentation de 11%. Et par exemple, à la suite des événements du début d'année, les attaques contre Charlie Hebdo, nous avons recensé plus d'un tiers de l'équivalent des actes qui se sont déroulés durant l'année dernière. C'est quand même extraordinaire cette augmentation des actes islamophobes, puisque au lendemain des attaques contre Charlie, nous avons assisté à une véritable hystérie collective contre les musulmans, tout ce qui pouvait représenter l'islam de près ou de loin. Malheureusement, une des caractéristiques de l'islamophobie, c'est qu'elle vise surtout les femmes. C'est donc une attitude, l'islamophobie, raciste, mais également sexiste, puisque nous avons 82 à 83% des actes recensés qui visent des femmes. D'accord? Dans le cas de discrimination ou attaques de plus en plus violentes, puisque nous avons recensé 22 agressions physiques l'année dernière, en 2014, à l'encontre de femmes, dont certaines femmes qui, peut-être vous en avez entendu parler, ont pu perdre, qui étaient enceintes et ont perdu leur enfant. D'accord? Voilà, c'est des situations aussi graves auxquelles nous assistons depuis quelques années en France. Mais alors, si je m'intéresse simplement aux 4-5 derniers mois, l'année 2015, c'est complètement ahurissant. Puisque après les événements qui ont endeuillé notre pays, nous avons assisté à un phénomène qui s'est certes amplifié, mais qui a pris une forme tout à fait particulière. Puisque nous avons informé l'opinion publique sur, par exemple, ces convocations au commissariat d'enfants en primaire entre 6 et 9 ans pour apologie du terrorisme. Quand je dis apologie du terrorisme, ce sont des enfants qui ont dans leur naïveté, c'est-à-dire pour remettre les choses à leur place, on parle d'enfants entre 6 et 8 ans, 6 et 9 ans, dans leur naïveté, qui disent par exemple, moi je ne suis pas d'accord avec Charlie. Il y avait une injonction, rappelez-vous, souvenez-vous, cette injonction qui était faite à chacun qu'il fallait absolument, au-delà de la condamnation qui était évidemment naturelle de l'attaque de Charlie, il fallait impérativement se déclarer Charlie. Ne pas se déclarer Charlie, c'était presque se déclarer nazi. Il y avait cette insinuation pernicieuse dans le propos où nous étions obligés de choisir notre camp, où on était pour, et si on ne l'était pas, on était nécessairement avec les auteurs des attentats. Moi, j'avais à l'époque mis sur ma page Facebook, je ne suis ni Charlie et encore moins Koulibaly. D'accord? Je suis ni l'un ni l'autre, et c'est mon choix le plus absolu. Je suis musulman, et puis dans un contexte où on prétendait manifester pour la liberté d'expression, il était tout de même étonnant qu'on soit dans l'injonction de devoir s'exprimer d'une manière et pas d'une autre.
C'est quand même assez ahurissant. Mais je trouve que cette attitude est particulièrement accentuée lorsqu'on a affaire à la communauté musulmane. Vous savez, il y avait ce devoir de ne pas se déclarer ceci ou de se déclarer cela. Un autre événement, par exemple, lorsqu'il y a eu l'assassinat du Français qui était en Algérie, par exemple, il fallait dénoncer l'acte, comme si ce n'était pas naturel. Vous voyez, comme s'il n'était pas naturel pour un musulman de dénoncer tout acte de violence, alors même qu'ils sont eux-mêmes, je vous le rappelle, les premières victimes de ces actes de violence de par le monde. Dans l'ère de Vichy, quoi. Oui, c'était comme à Vichy, la délation, la dénonciation. Complètement. Eh bien, tu ne crois pas si bien dire en parlant de délation, puisque aussi au lendemain des actes contre Charlie Hebdo, et jusqu'à encore ces derniers jours, un certain nombre de signalements qui nous sont parvenus font état de situations assez extraordinaires, dignes de l'époque de Vichy. Bien sûr. Puisque, par exemple, un exemple parmi tant d'autres, dans le sud-ouest de la France, nous avons un monsieur, un jeune homme qui n'a pas une pratique particulière de l'islam, ou en tout cas visible ou autre, et puis qui se rend chez sa sœur. Quoi de plus banal? Lors de cette visite, en sortant de chez sa sœur pour rentrer chez lui, sa sœur a un petit différend avec sa voisine. Nous sommes dans un espace rural, village, très peu de personnes, voire même un hameau, carrément dans un espace rural. Et qu'est-ce que fait la voisine? Elle prend la plaque d'immatriculation de ce monsieur et elle le dénonce à la police. Ni une ni deux, 6 voitures dans la nuit, au milieu de la nuit, chez lui, qui arrivent devant les voisins. Imaginez-vous le scandale. Ce monsieur est pris, mis en garde à vue, interrogé. Évidemment, la police, enfin la gendarmerie plutôt, puisque nous sommes dans un espace rural, lui dit, écoutez, votre salut, vous le vaudrez à l'interrogatoire qu'on fera de votre sœur. Si vous tenez les mêmes propos, ça ira pour vous. Si les propos ne sont pas les mêmes, eh ben vous pouvez vous attendre à une prolongation. Ah oui, une prolongation de garde à vue, et puis directement on vous passera devant le juge d'instruction. Eh bien, il a eu son salut à ça. Forcément, il n'avait rien à se reprocher. Lui et sa sœur ont tenu les mêmes propos, et donc il a été prouvé que cette dame avait procédé à une dénonciation calomnieuse. Mais quelle ambiance! Alors, attendez! Le pire est à venir, si j'ose dire. C'est que il dépose plainte contre cette dame pour dénonciation calomnieuse, et le parquet, qu'est-ce qu'il choisit, qu'est-ce qu'il lui propose de faire? Une médiation pénale. En gros, tsam'ou. Pardonnez-vous, vous allez discuter, on va régler cette histoire, vous comprenez, c'est qu'on a, nous, beaucoup de dossiers, on ne va pas s'embarrasser encore d'une plainte de ce type. Ça peut paraître une option qui existe, en effet, la médiation pénale. Ça peut paraître une option qu'on pourrait envisager. Sauf que nous considérons, CCF, que c'est une proposition déplacée dans la mesure où nous avons d'autres cas de personnes qui, parce qu'elles ont dit Allahu Akbar, elles ont été condamnées à 6 mois ferme de prison pour apologie du terrorisme. On ne peut pas accepter ce 2 poids 2 mesures dans l'approche qui est fait de tel ou tel acte dans la même ambiance post-Charlie, comme on dit. Je pourrais ainsi multiplier les exemples. Une femme encore dans l'ouest de la France qui nous a saisis parce que la police arrive comme ça, sans tape à la porte, à rendre. On veut rentrer chez vous pour vérifier que vous n'avez pas de Kalachnikov. Ah bon? D'où vous m'avez sorti cette histoire? Eh bien, il y a un voisin en face qui nous a dit qu'il a vu des Kalachnikov chez vous. C'est incroyable. C'est Vichy. Évidemment, ils n'ont absolument trouvé aucune arme. Mais on s'en sort à bon compte. Imaginez-vous un instant qu'au même moment, il y a un autre enfant en Champagne-Ardenne que l'on a dénoncé de manière calomnieuse aussi pour dire que cet enfant, en plein minute de silence contre Charlie, aurait crié Allahu Akbar et qu'il a été arrêté. Alors même que la personne qui l'a dénoncé, en fait,
était la mère de celui qui avait crié ce propos-là et qui n'avait rien à voir avec l'islam et les musulmans. Voilà dans quelle situation on vit. Et je pourrais multiplier comme ça les exemples pour vous montrer dans quelle hystérie notre pays est plongé depuis le début d'année, depuis cette affaire. Et nous ne sommes pas prêts encore de voir la situation s'atténuer. Mais en même temps, mon propos ici n'est pas, ma présence ici n'est pas de se lamenter d'une situation que l'on connaît déjà depuis plusieurs années, puisque quand elle ne prenait pas la forme de l'islamophobie, c'était celle de l'arabophobie, de la négrophobie, ça on connaît depuis longtemps. Et les exemples sont là pour le démontrer, avec le nombre d'individus qui ont été tués, même déjà depuis octobre 61, des gens qui ont été jetés à la Seine parce qu'ils demandaient que leur pays soit libéré, ou bien encore des jeunes gens qui, en marge de manifestations de partis d'extrême droite, ont pu être assassinés. Je vous rappelle le film de Train d'enfer qui rappelle ce jeune homme qui a été attrapé par des skis et jeté sur la voie ferrée du train. Les exemples ne manquent pas. Encore dernièrement, un procès qui nous rappelle qu'en France, on peut tuer de manière impunément lorsque l'on a la tenue de police nationale. On a des procès qui sont tenus, qui ne sont pas, je veux dire, tout simplement pas sérieux. Voilà l'ambiance dans laquelle on vit. Pour autant, comme ce qui nous meut, ce qui nous fait agir, c'est l'espoir. Et parce que le message qu'il y a dans le Coran, c'est un message d'espoir, eh bien, il faut saisir cette période comme une opportunité. Comme une opportunité. Pourquoi? Parce que, malgré la recrudescence des actes islamophobes, malgré les jours difficiles que l'on observe et que l'on risque de subir encore que pendant quelques temps, et à mon avis jusqu'en 2017, ça ne va pas être facile, la France n'est pas islamophobe. La France n'est pas islamophobe. Les Français ne sont pas islamophobes. Il y a de l'islamophobie, certes, et elle est le fait de groupuscules agissants, actifs, qui ont infiltré toutes les sphères de la société. Les partis politiques traditionnels, les syndicats, tous les espaces, les médias. Ce discours-là s'est développé au sein de la société. Mais pour autant, ça ne fait pas de la société française une société islamophobe et ça ne fait pas de la population française une population islamophobe. Et j'ai même envie de dire que le CCIF est particulièrement bien placé pour le constater. Pourquoi? Nous le voyons dans les tournées que nous faisons à travers le territoire national. Nous le voyons à travers les messages de sympathie qu'on reçoit sur la boîte du CCIF. Nous les voyons dans les messages de sympathie que nous font des non-musulmans. Il y a énormément de non-musulmans qui sont solidaires, qui comprennent ce que les musulmans subissent. Je dirais même plus, qui sont eux-mêmes victimes de ces messages-là. Ce que nous observons à travers les médias, à travers les discours de politique, eh bien, eux-mêmes le subissent. Imaginez-vous un instant, mettez-vous dans la peau d'un non-musulman qui regarde la télé, qui lit les journaux, qui entend les discours sans arrêt sur ces gens qui nous menacent, sur ces gens qui ont de mauvaises intentions sur nous. À force, qu'est-ce que vous pensez qu'on en arrive à subir? Surtout si l'on sort dans notre quotidien et que l'on voit ça et là des agissements qui nous confortent dans nos préjugés. Vous comprenez? Il ne s'agit pas ici d'excuser, au contraire, ces attitudes ou ce mode de pensée. Il s'agit tout simplement de rapporter les choses à leur réalité et de dire qu'on a une majorité silencieuse en France qui malheureusement elle-même subit cette ambiance délétère qui l'empêche de s'exprimer et d'exprimer son soutien auprès des musulmans de manière publique. Mais ils sont là. Ils sont là de plus en plus, au sein des médias, au sein des chercheurs, au sein des intellectuels, au sein des politiques, qui le disent, pas encore assez suffisamment de manière publique, mais qui disent ce que vous subissez est tout simplement intolérable, injuste de se comporter vis-à-vis d'une communauté qui, somme toute, si elle était ce que l'on prétendait dans les médias et ainsi de suite, eh bien, je ne pense pas qu'on oserait l'attaquer comme on l'attaque aujourd'hui. D'accord? C'est parce que c'est une communauté faible,
que l'on s'attaque à elle. Mais, si demain, cette communauté s'organise de manière intelligente, à travers les réseaux, déjà ça se met en place. Non seulement, non pas de manière intracommunautaire, mais aussi intercommunautaire, c'est-à-dire avec nos amis chrétiens, nos amis juifs, nos amis laïcs, même parmi les athées. Ce sont des gens qui sont tout simplement animés d'humanisme. Ce sont des gens qui sont humanistes et qui disent tout simplement « je ne reconnais plus mon pays ». Alors aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont en marge, qu'ils n'existent pas, qu'ils sont très peu. C'est pas vrai, nous les rencontrons, c'est des gens qui nous encouragent dans notre démarche. Et nous les voyons, ils sont de plus en plus nombreux. Ils commencent à apparaître. Qui de Edoui Plenel, qui fait un livre témoignage, qui dit non, on n'en peut plus de voir cette stigmatisation de la communauté musulmane. Dernièrement, ça a fait l'effet d'une bombe. Emmanuel Todd. Mais Emmanuel Todd, tout ce qu'il dit, mais c'est le bon sens tout simplement. Sauf qu'est-ce qui gêne? Qu'est-ce qui gêne dans le propos d'Emmanuel Todd? C'est tout simplement, c'est qu'il met certaines personnes devant un miroir. C'est qu'il dit à ces gens-là, c'est pas de manière consciente que vous exprimez votre islamophobie. Il dit tout simplement, vous pensez, dans un élan de sincérité, combattre pour la laïcité, mais en réalité vous êtes utilisés comme des pions pour agir et amplifier le phénomène islamophobe. Et ce que dit Emmanuel Todd, c'est pas lui qui l'invente, c'est exactement ce que dit par la sociologie Durkheim. Il dit que c'est le déterminisme sociologique où quand on agit, il y a 50% de déterminisme social et 50% de volonté personnelle. C'est comme ça, il y a des déterminismes sociaux. C'est comme ça. Par exemple, vous avez des gens, quand ils sont en Europe, ils ont une manière de se comporter parce que la société, elle est comme ça. Et puis, quand on va au pays, on dit, regarde, ici, on n'est pas en Europe. Là, il y a d'autres manières de se comporter. C'est comme ça, la vie. C'est comme ça, on s'adapte. Et c'est des déterminismes sociaux. C'est même pas qu'on est, soi-disant, on a un visage dans un lieu, un visage dans l'autre. Mais c'est humain, c'est normal. On s'adapte, on se comporte. On ne parle pas de la même manière avec des amis. Et même le prophète le dit. Et bien évidemment, on ne se comporte pas de la même manière avec des amis et avec la famille ou avec les parents. On ne parle pas avec des amis comme on parle avec nos parents. On ne parle pas avec des amis comme on parle à nos enfants. C'est normal, c'est comme ça, on a des attitudes. Eh bien, lui, ce qu'il fait, il transpose, il superpose par exemple des cartes et il voit cette réalité. Et ce qui l'inquiète, Emmanuel Todd, au-delà de l'islamophobie, c'est quoi? C'est qu'il se dit, bizarrement, les régions qui se sont mobilisées pour Charlie, ce sont les régions qui sont les moins connues pour avoir défendu la laïcité, mais qu'on en connaît bien plus comme étant des régions qui ont été des régions anti-Dreyfusardes et antisémites. Donc il se dit, il y a quelque chose qui tourne pas rond. D'accord? Et il se dit, en réalité, ces gens-là, plus que pour la laïcité, ils se sont surtout mobilisés pour l'islamophobie, c'est-à-dire pour attaquer les musulmans, de manière consciente ou inconsciente. Et puis, là, il a mis le doigt là où ça blesse. Et moi, je partage complètement son analyse, parce que ça fait une dizaine d'années que l'on dit cela, que l'on dit au CCIF, que l'on voit, à partir des données qui remontent, que l'on voit cet état de fait. Et d'ailleurs, chaque année, nous publions un rapport sur l'état de l'islamophobie en France, qui remonte cette situation. Ce rapport-là, qui est le seul, unique en son genre, en Europe et en Occident, c'est un rapport qui est lu par les plus grands académiciens, par les plus grands chercheurs, qui est repris par les institutions internationales, et j'en passe, et aujourd'hui qui est lu par chacun des ministères dans notre pays. Un espoir, et je terminerai avec ça, après je vous laisserai la parole pour poser éventuellement des questions. Tu as encore le temps. Oui, mais j'aime bien l'interactivité aussi. L'idée, c'est pas non plus de parler trop longtemps, mais une note d'espoir pour dire que la situation n'évoluera ou ne demande à évoluer, ne demande qu'à évoluer, et cela ne dépend que de nous. Que de nous. Que de nous. Tu parlais du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a subi une sorte d'islamophobie. C'est pas une sorte, il a subi l'islamophobie avec un I majuscule. Plusieurs types. La première, c'est-à-dire qu'il n'a rien dit. Dites la ilaha illallah, ils nous sont tombés dessus. Sahab, magicien, kedab, menteur,
il a fou, il a eu toutes les insultes possibles. Quelle a été son attitude? La stratégie qu'il avait. Non, c'est au-delà de la stratégie. Adoptée par. C'est sa conviction. C'est sa conviction. Sa conviction était que d'une manière sincère, il savait qu'il avait un message simple, un message universel, un message en direction de l'humain, des humains et au-delà des humains. Et sa conviction l'a poussé à la détermination de son action. Il n'a jamais changé de cap. Il sait que son message était juste et par conséquent il ne devait être que déterminé dans son message. Il a subi et il a patienté. Il a patienté. Il a patienté. Il a patienté à tel point que فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ فَأَنَّهُ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيدٌ. C'est-à-dire, tu patientes à tel point que cette animosité qu'il y avait entre toi et lui va se transformer en fraternité intime. C'est-à-dire ton ennemi d'hier, par ta patience, par ta persévérance, par ta détermination à aller à sa rencontre, à parler avec lui, à t'ouvrir vers lui, à lui expliquer ta présence, à lui expliquer ton message, en fera un waliyun hamid, un ami intime. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est une leçon pour nous. Il faut qu'on fasse preuve de patience et il faut qu'on soit dans la détermination du message que l'on a inflexible. Dire que les musulmans subissent des injustices, des discriminations et de la violence, c'est rapporter des faits. Et ce n'est pas verser, comme nous disent certains, dans la victimisation. Ah oui, ça c'est... La victimisation, c'est quoi? C'est quelqu'un qui subit les injustices, qui subit la violence et qui sait que larmoyer, pleurer, rester dans son coin et de ne pas agir pour que les choses changent. Ça, c'est de la victimisation. Mais nous sommes dans un processus de réforme. Et même attention, le problème n'est pas la réforme de l'islam, elle est plutôt la réforme des musulmans. C'est les musulmans qui doivent se réformer. Si le remède qu'on te donne n'est pas efficace sur toi, pose-toi la question. Peut-être c'est toi qui ne sais pas le prendre, le remède. Ce n'est pas le remède qui est à remettre en cause. Donc, c'est cette réforme qu'on doit avoir. En quoi consiste cette réforme? 2. À transmettre notre message, notre témoignage de notre présence. Qui sommes-nous? Nous sommes des Français, fiers de notre citoyenneté. Nous sommes des musulmans, fiers de notre foi et nous les assumons comme tels. Et nous transmettons ce double message. Ce double message et cette double identité qui est une force pour nous, qui est même une puissance pour nous, qui fait que l'on comprend des choses que notre société ne comprend pas, que peut-être un musulman qui n'est pas citoyen ne comprend pas, peut-être qu'un citoyen qui n'est pas musulman ne comprend pas, et nous sommes là pour être une passerelle, un pont entre les uns et les autres. Et ce message-là que nous diffusons, ça doit être un message fidèle, pas un message corrompu. Nous ne devons pas transmettre le message qu'on nous impose, mais le message qui émane de notre éthique. Et c'est là où on présente alors un visage de gens éthiques, convaincus, mais surtout responsables. Et ça fait de nous, pour le coup, des musulmans fidèles à leur message et des citoyens fidèles à leurs principes. Concrètement, comment ça se passe? 1. Il faut que les responsables associatifs musulmans, et particulièrement des lieux de culte, s'ouvrent au reste de la population. Que de préjugés sur les lieux de culte. On n'a plus des mosquées. C'est plus des mosquées dans l'esprit des gens. C'est des casernes. Les imams, ce sont des chefs de caserne, des commandants qui préparent leurs fidèles le vendredi à une attaque imminente contre le reste de la société. On est dans des délires comme ça. Nous sommes dans des délires de ce type. Il faut absolument ouvrir ces mosquées. À quelle occasion? Par exemple, journée européenne du patrimoine. Et là, le CCIF développe un partenariat avec des réseaux de mosquées pour que cette journée-là soit inscrite comme un événement annuel pour que l'ensemble des mosquées de France s'ouvrent
vers leurs compatriotes, en direction de leurs compatriotes. Pourquoi? Exemple d'une... Alors ça se fait déjà, hein. On n'a pas invité le fil à couper le beurre, mais simplement, il faudrait que ce soit fait de manière coordonnée, pour que c'est un impact à l'échelle du territoire national, l'information à l'échelle du pays. Pourquoi c'est efficace? Il y a un responsable de mosquée qui me raconte dans une des mosquées de France, il me dit, on a fait une journée porte ouverte et on a rassemblé durant cette journée 500 visites, 500 personnes qui sont venues. Curiosité, parents de personnes converties qui souhaitaient en savoir plus, peut-être se rassurer pour certains, et ils ont été agréablement surpris. Et en général, c'est les retours qu'il y a. Je n'ai pas vu de retour inverse. 500 personnes. Et il me dit, j'abonde dans ton sens de cette proposition pour la bonne et simple raison que tu fais un petit calcul rapide. 2000 lieux de culte en France. On va en prendre que 1000. 1000 lieux de culte qui reçoivent chacun 500 personnes. C'est tout de suite en une journée 500 000 personnes qui sont touchées. Qui, forcément, en rentrant chez eux, vont parler à au moins une personne. Et on a comme ça 1 million de personnes qui peuvent être atteintes. Qui peuvent être atteintes de ce message qui dit tout simplement les musulmans, ce sont nos frères, au sens de fraternité républicaine. C'est ce que l'on dit d'eux, c'est absolument faux. Et ces gens-là, ce sont les meilleurs messagers. Les meilleurs messagers. Il est préférable d'avoir un non-musulman qui transmet ce message plutôt que nous à s'égosiller, à essayer d'expliquer que non, 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 on vous assure, on est des gentils musulmans. Déjà, rien qu'une tête d'arabe qui dit on est gentil musulman, déjà c'est suspect à la base. D'accord? Qu'est-ce qu'il cache? Non, je vous jure, moi je suis un gentil musulman. Je ne suis pas comme l'autre. Les autres, ils sont pas bons. Mais dans l'esprit de celui à qui tu dis ça, c'est déjà suspect. Pourquoi tu veux absolument montrer un gage des garanties de bonne musulmanité? Pourquoi? Tu es comme tu es. Et je vais vous dire une chose. Plus vous serez vous, mieux vous serez accepté. C'est-à-dire C'est vous, tel que vous êtes. Que vous soyez dans une pratique orthodoxe de l'islam, ou une pratique, on va dire, plus light de l'islam, soyez comme vous êtes. Il n'y a pas besoin de dire... je ne comprends pas cette volonté de certains de montrer « Non, non, t'inquiète pas, je ne suis pas un musulman méchant ». Ou la volonté des autres qui, parce qu'ils ont une pratique qui est la leur, ils sont dans une démarche spirituelle, ils veulent absolument montrer qu'ils sont des bons musulmans. Il n'y a pas besoin. Notre relation, elle est vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas besoin de montrer des garanties de vertu ou des garanties de républicanisme à qui que ce soit. On est comme on est, c'est tout. Et quelque part, vouloir montrer l'un ou l'autre, c'est presque avoir une attitude schizophrène. Montrer aux musulmans qu'on est des bons musulmans et aux non-musulmans qu'on est des bons républicains, parfois ça donne du chèvremisme. Voilà ce que ça donne. Non, on sait très bien qu'il faut la juste milieu. Et ça craint. Non, il ne s'agit pas pour moi de... Mais ça, on risque de rentrer dans des logiques comme ça. Et malheureusement, je vois beaucoup de nos prédicateurs qui, franchement, que moi j'ai connu depuis maintenant, ça fait un quart de siècle que je suis ça fait longtemps. Eh bien, je vois certains prédicateurs qui ont commencé jeunes, qui étaient vraiment, qui étaient enthousiastes et tout, qui aujourd'hui disent « Ouais, quand j'étais un islamiste. » Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y en a qui veulent montrer? Pourquoi il y a certains imams qui veulent montrer, qui veulent donner des gages? Qui hier, ils expliquaient aux jeunes filles que le hijab, c'était obligatoire, et aujourd'hui qui disent à ces mêmes filles « Non, non, en fin de compte, le hijab, c'est pas obligatoire. » Mais t'imagines combien ça veut dire? T'as bousillé combien de vies avant? Qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Et en fait, c'est quoi ton histoire? T'as un plan de carrière. C'est-à-dire quand avant, pour ta carrière, c'était bien de dire que c'était obligatoire, tu le disais volontiers, et tu les menaçais des pires châtiments de l'enfer. Et aujourd'hui, ton plan de carrière, c'est de dire le contraire. Qu'est-ce que tu dis? Non, non, t'inquiète, vas-y. On va où, là? Elle est où, la responsabilisation? Gardez votre langue. Gardez votre langue. Nous, CCF, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Déjà, on n'est pas une association cultuelle, pas une association confessionnelle, pas une association politique. On n'appartient à aucun gouvernement. Alhamdoulilah, on est de la société civile, c'est-à-dire celui que vous voyez là parler, eh ben, ça aurait très bien pu être vous à sa place.
D'accord? Moi, j'ai une vie comme la vôtre, j'ai un travail comme le vôtre, je travaille, j'enseigne à l'éducation nationale, j'enseigne, je fais mon travail, et puis quand je sors, je suis militant du CCIF. On est au CCIF, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a décidé de ne pas prendre position. Si une personne vient nous voir, on n'est pas là pour lui dire « Ouais, mais mon frère, t'abuses avec ta barbe. Ouais, mais mon frère, ma soeur, t'abuse avec ton hijab. » Chacun, il vit sa vie. Chacun est libre de vivre sa vie. Pourquoi on nous a expliqué pendant toute notre scolarité que les gens étaient libres de vivre comme ils voulaient, qu'ils mettent une mini-jupe ou une jupe longue? Pourquoi aujourd'hui la jupe longue, c'est devenu un délit pour les collégiennes? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous le dis, et je l'ai dit aux instances et aux autorités. On leur a dit comme ça. Pas besoin de dire à qui, mais à différents ministères. Et en l'espèce, le ministère concerné par cette histoire. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de fabriquer des potentiels terroristes en puissance que vous ne savez pas. Je vais vous raconter une histoire. Dans une ville de France, ce que je vous raconte là, je l'aurais raconté. Dans une ville de France, que je ne citerai pas, qui est dans le sud. Dans un lycée, il y a une principale d'établissement qui nous a fait la chasse aux jupes longues. Parce que ce que l'on ne vous dit pas dans les histoires de jupes longues, nous, l'année dernière, on a recensé 130 cas. C'est-à-dire, ils ont que ça à faire à l'éducation nationale. Tu fais quoi, toi? Tu gères une école? Non, non, je cherche les jupes longues. C'est de l'ordre du ridicule, quoi. On s'appelle éducation nationale. Dans un établissement du sud de la France, la directrice a fait la chasse aux jupes longues, a en dégoûté une élève qui a posé sa démission et qui est partie. Cette fille-là, ben, plus d'école, plus rien. Elle tournait, jusqu'à un beau jour, elle a disparu. On l'a retrouvée où? À la frontière entre la Turquie et la Syrie. Attention, je ne dis pas que tous les cas mènent à ça, mais voilà où on peut arriver. Et chacun a sa propre responsabilité. Et moi, ce qui m'énerve dans ce pays, et ce qu'il faut dénoncer, c'est quand il y a quelque chose de bien, on vous explique que c'est grâce à la République. D'accord? Et quand on vous impose des choses, on vous explique que c'est le principe de laïcité, que c'est dans l'intérêt des musulmans, parce que tu comprends, c'est comme ça qu'on vit en France, on va t'expliquer comment on vit dans ce pays. Alors que c'est du mensonge. D'accord? Et quand il y a un problème, des conséquences des décisions qu'ils ont prises contre la volonté des musulmans. On dit aux musulmans, il faut faire le ménage. Le ménage de quoi? Des décisions que tu as prises contre ce qu'on t'a dit. Daesh en Irak, c'est qui? C'est qui? Ben, c'est les gens en 2003 qui ont décidé d'attaquer l'Irak. Quand en 2003, les musulmans et les humanistes, ils descendaient dans la rue, des millions de personnes à travers la planète, pour dénoncer l'attaque injuste contre l'Irak, qu'est-ce qu'on nous disait? Vous avez les néoconservateurs français qui passaient à la télé pour dire « Bande de lâches, il faut les attaquer, sinon demain c'est l'Europe qui est en péril. » Et bien voilà ce qu'ils ont provoqué, voilà ce qu'ils ont créé. C'est eux, Daesh, c'est l'émanation de leur politique au Moyen-Orient. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent aux musulmans? Tu condamnes ou tu condamnes pas? Tu veux que je te dise, le premier que je condamne, c'est ta politique. Et aujourd'hui, c'est à toi de régler ce problème et tu n'as rien à dire aux musulmans. Une autre histoire, ces jeunes qui partent en Syrie ou qui partent en Irak, c'est le résultat de quoi? C'est le résultat de la destruction du rôle des imams et des mosquées en France. Quand le ministère de l'Intérieur, et je le dis, hein, et je sais de quoi je parle, le ministère de l'Intérieur, il donnait des injonctions aux responsables du CFCM et aux responsables des mosquées, leur dit, pendant le prêche, tu parles que des ablutions et de la prière. Les imams, ils étaient obligés parce qu'ils étaient menacés d'expulsion et parce qu'ils étaient écoutés par les RG. Dans les mosquées, ils étaient obligés de tenir un discours particulier, à tel point que les jeunes, ils étaient dégoûtés d'entendre ces sermons. Ils cherchaient où? Leur soif de spiritualité, leur soif de compréhension. Eh bien, ils allaient le chercher sur Internet, au moment même, dans les années 90-2000, où Internet apparaissait et se développait. Et ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils ont trouvé sur Internet? Ils ont trouvé des gens qui utilisaient des hadiths n'importe comment, des versets n'importe comment, qui les tordaient de leur sens profond et qui utilisaient leur frustration pour leur dire « Viens, viens, tu vas trouver ta vengeance auprès de nous. » Et les pauvres, ils ont été manipulés et utilisés. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour régler le problème?
Faut pas un numéro vert pour aller faire la délation des enfants. N'importe quoi. Et Dounia Bouzar, non, comment s'appelle Dounia Bouzar? Oui. C'est une catastrophe intergalactique, cette femme. Qu'est-ce qu'elle nous a fait? Mais c'est une catastrophe. Elle aussi, c'est une khobziste. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a trouvé un boulot. Hein? Ces Arabes-là, il leur faut pas grand-chose. Il faut briller un peu sous la lumière pour vendre sa religion, sa race et ses origines. Et les c'est incroyable. C'est incroyable, ça. Exactement. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour laisser nos jeunes, pour que nos jeunes ils cessent d'être embrigadés dans ces délires-là? Premièrement, il faut rendre l'autorité des parents. Il faut qu'on arrête de dire aux parents, tu parles à ton enfant, tu lui serres la ceinture, tu as l'assistante sociale qui va arriver et on va te ramasser tes enfants. Ouais. 1. Rendre l'autorité des parents qu'on leur a retirée. 2. Redonner l'autorité des mosquées et de leurs imams. Qu'on laisse les imams faire leur prêche comme il faut. Ils connaissent mieux que n'importe qui comment ils sont leurs fidèles et qu'est-ce qu'il leur faut comme discours. 3. Arrêter de menacer les responsables des associations et des mosquées de prendre des mesures contre eux dès lors qu'ils ne tiennent pas le discours que le ministère de l'Intérieur leur impose. Et bien ce jour-là, vous allez voir, tout va rentrer dans l'ordre. Tout va rentrer dans l'ordre. Maintenant, le papa, il a peur de parler à son enfant. La maman, elle a peur de parler à sa fille. Sa fille a 13 ans, elle vient dire qu'à l'école, on m'a donné le numéro vert, l'assistante sociale. Oh. Comment la fille, elle devient maintenant la patronne de sa mère? Le garçon devient le patron de son père. Papa, parle pas avec moi, qu'est-ce que c'est? On va où? Le grand frère, mais chez la petite sœur. Le grand frère, il parle pas à sa sœur. La sœur, elle parle pas à son frère. On va où? Et ça, on nous dit, vous n'avez pas compris. On a tellement bien compris comment cette société, elle fonctionne, qu'on sait qu'il ne faut pas suivre ce modèle-là. Et l'islam, il a beaucoup, les musulmans, ils ont beaucoup, non pas à apprendre, mais à enseigner aux autres. Et je le dis toujours dans mes conférences. Les musulmans, vous n'êtes pas le problème de cette société, vous en êtes la solution. Sauf que vous devez comprendre votre message correctement, vous le réapproprier et le transmettre fidèlement et avec fierté. Je vous remercie, je suis désolé d'avoir été là. Je ne pourrais pas prendre... Allah